Chapitre 11. Une demi-heure après, Kirsanov entra dans le jardin et se dirigea vers son bosquet favori. De tristes pensées assiégeaient son esprit. Pour la première fois, il avait mesuré la distance qui le séparait de son fils. Il pressentait qu'elle augmenterait de jour en jour. C'est donc inutilement qu'à Pétersbourg, pendant 2 hivers, il avait passé des nuits entières à lire les ouvrages nouveaux. Il avait inutilement prêté une oreille attentive aux causeries des jeunes gens. L'empressement avec lequel il s'était mêlé à leurs discussions animées avait été inutile. « Mon frère soutient que nous avons raison, pensa-t-il. Et mettant tout amour-propre de côté, il me semble à moi-même qu'ils sont plus éloignés que nous de la vérité. Et pourtant, je sens qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas, une sorte de supériorité sur nous. Est-ce la jeunesse ? Non, ce n'est pas uniquement la jeunesse. Cette supériorité ne consisterait-elle pas en ce qu'ils ont moins que nous l'empreinte des habitudes seigneuriales ? Kirsanov baissa la tête et se passa la main sur la figure. Mais dédaigner la poésie, se dit-il bientôt après. Ne point sympathiser avec l'art, avec la nature. Il jeta les yeux autour de lui, comme s'il eût cherché à comprendre comment il était possible de ne point aimer la nature. Le jour baissait rapidement. Le soleil s'était caché derrière un petit bois de tremble situé à une demi-verste du jardin et projetait une ombre sans fin sur les champs immobiles. Un paysan monté sur un cheval blanc suivait au trot un étroit sentier qui longeait le bois. Quoiqu'il fût dans l'ombre, toute sa personne se voyait distinctement, et l'on pouvait même remarquer une reprise sur son habit à la place de l'épaule. Les pieds du cheval se mouvaient avec une régularité et une netteté agréables à l'œil. Les rayons du soleil pénétraient dans le bois et, traversant le fourré, coloraient les troncs des trembles d'une teinte chaude qui leur donnait l'apparence de troncs de sapin, tandis que leur feuillage presque bleu était surmonté d'un ciel pâle, légèrement empourpré par le crépuscule du soir. Les hirondelles volaient très haut, le vent était tout à fait tombé. Des abeilles attardées bourdonnaient faiblement, comme à moitié endormies, dans les fleurs du seringa. Une colonne de moucherons dansait au-dessus d'une branche isolée qui s'avançait dans les airs. « Comme c'est beau, mon Dieu !» pensa Kirsanov. Et des vers qu'il aimait à redire allaient s'échapper de ses lèvres lorsqu'il se rappela Arcade, Stoff und Kraft, et il se tut. Mais il resta assis et continua à s'abandonner au doux et triste plaisir de la rêverie solitaire. Son séjour à la campagne lui en avait donné le goût. Il n'y avait pas si longtemps qu'il songeait comme aujourd'hui en attendant son fils dans la cour de l'auberge, et quel grand changement s'était déjà opéré depuis. Ses rapports, alors encore incertains avec Arcade, s'étaient déterminés. Et comment ? Sa femme qu'il avait perdue se présenta à son esprit, non point telle qu'il l'avait connue dans les dernières années de sa vie, non point comme une bonne ménagère à l'air serein et affable, mais sous la forme d'une jeune fille à la taille élancée, au regard innocent et interrogateur, les cheveux roulés en grosses tresses au-dessus d'une nuque enfantine, telle, en un mot, qu'il l'avait vue pour la première fois, pendant qu'il suivait les cours de l'université. L'ayant rencontrée sur l'escalier de la maison qu'il habitait alors, il la poussa involontairement, se retourna pour lui faire des excuses, et lui dit dans son trouble « Pardon, monsieur ». Elle baissa la tête, sourit, et se mit à courir comme si elle se fût subitement effrayée. Puis, au tournant de l'escalier, elle lui jeta un rapide regard, prit un air sérieux et rougit. Puis les premières visites, réservées et discrètes, les demi-mots, les demi-sourires, les moments de doute, de tristesse, puis les transports de passion, et enfin l'ivresse du bonheur. Qu'est-ce que tout cela était devenu ? Une fois marié, il avait été aussi heureux que possible. Mais rien n'égale ces premiers et doux moments de félicité, se dit-il. Et pourquoi n'est-il pas permis qu'ils durent toujours et ne s'éteignent qu'avec la vie ? Il n'essaya point de s'éclaircir cette pensée. Mais il aurait voulu retenir, arrêter ce temps heureux par quelque moyen plus puissant que la mémoire. Il aurait voulu se trouver de nouveau près de sa bonne Marie, sentir la chaleur de sa joue et de son souffle, et il lui semblait déjà que, au-dessus de sa tête, « Nicolas Petrovitch, dit tout près du buisson Fenitchka, où êtes-vous » Il tressaillit.
Ce n'est pas qu'il ressentît un sentiment de honte ni de reproche. Il ne lui était jamais venu à l'idée d'établir la moindre comparaison entre sa femme et Fenichka. Mais il regretta que celle-ci vînt le surprendre en ce moment. Sa voix lui rappela un instant ses cheveux gris, sa vieillesse précoce, son état présent. Le monde féerique au sein duquel il s'était transporté, ce monde qui se dégageait déjà de la brume confuse du passé, se troubla et disparut. « Je suis ici, répondit-il. Je vais venir. Va-t'en. » Voilà, se dit-il presque aussitôt, les habitudes seigneuriales dont je parlais tout à l'heure. Fenichka jeta silencieusement les yeux dans le bosquet et s'éloigna. Il s'aperçut alors seulement à son grand étonnement que la nuit l'avait surpris dans ses rêveries. Tout était sombre et tranquille autour de lui, et la figure de Fenichka lui avait paru si pâle et si frêle pendant les quelques secondes qu'elle s'était montrée sous le berceau. Il se leva pour rentrer, mais son cœur attendri n'avait pas encore eu le temps de s'apaiser, et il se mit à marcher lentement dans le jardin, tantôt en baissant les yeux, tantôt en les levant au ciel qui fourmillait déjà d'étoiles scintillantes. Il se promena longtemps, presque jusqu'à en éprouver de la fatigue, et pourtant le trouble intérieur, l'inquiétude secrète qui l'agitait, ne pouvait se dissiper. Oh, comme Bazarov se serait moqué de lui s'il avait connu son état. Arcade lui-même l'aurait blâmé. Ses yeux étaient mouillés de larmes qui coulaient sans motif. Pour un homme de 40 ans, un maître de maison et un agronome, c'était encore 100 fois pis que de jouer du violoncelle. Kirsanov continuait à se promener et ne pouvait se décider à rentrer dans son nid paisible, dans cette maison qui le rappelait si affectueusement par ses fenêtres éclairées. Il ne se sentait pas le courage de quitter le jardin et l'obscurité, de renoncer à l'impression de l'air frais sur son visage, à cette tristesse, à cette agitation. Il rencontra Paul au détour d'un sentier. « Qu'as-tu donc » lui demanda celui-ci. « Tu me parais pâle comme un spectre. Serais-tu malade ? Tu ferais bien de te coucher. » Kirsanov lui expliqua en peu de mots ce qu'il éprouvait, et rentra. Paul s'avança jusqu'au fond du jardin. Il se prit aussi à méditer, et leva aussi les yeux au ciel. Mais ses beaux yeux noirs ne reflétèrent que la lumière des étoiles. Il n'était pas romantique, et la rêverie n'allait nullement à sa nature passionnée. Il était prosaïque, quoique accessible aux impressions tendres. C'était un misanthrope à la française. « Sais-tu, dit le même soir Bazarov à son ami, il m'est venu en tête une idée magnifique. Ton père nous a annoncé aujourd'hui qu'il avait reçu une invitation de ce grand personnage, votre parent. Il ne s'y rendra pas. Si nous allions faire un tour à X, tu es compris dans l'invitation de ce monsieur. Tu vois le vent qui souffle ici. La course nous fera du bien, nous verrons la ville. Cela nous prendra tout au plus 5 ou 6 jours. Et tu reviendras ici avec moi? Non, il faut que j'aille voir mon père. Tu sais qu'il habite à 30 verstes, tout au plus, de X. Il y a longtemps que je ne les ai vus, lui et ma mère. Il faut que je leur donne ce plaisir-là. Ce sont de braves gens, et mon père est avec cela un drôle de corps. D'ailleurs, ils n'ont que moi, je suis fils unique. Resteras-tu longtemps? Je ne crois pas. Je suppose que je m'y ennuierai. Mais tu viendras nous voir en repassant. Cela dépend, je n'en sais rien. Eh bien, est-ce convenu? Nous partons? Soit, répondit Arcade avec insouciance. Il était très content au fond de la proposition que venait de lui faire son ami. Mais il croyait nécessaire de ne point le laisser voir. C'était se conduire en vrai nihiliste. Le lendemain, il partit avec Bazarov pour X. La jeunesse de Marino regretta leur départ. Dunyasha versa même quelques larmes. Mais Paul et son frère, les vieux, comme disait Bazarov, respirèrent plus librement. Chapitre 12. La ville de X, où se rendirent les deux amis, avait pour gouverneur un homme encore jeune, à la fois progressiste et despote, comme il y en a tant en Russie. Pendant la première année de son entrée en fonction, il avait trouvé moyen de se brouiller non seulement avec le maréchal de la noblesse, chef d'escadron d'état-major en retraite, grand éleveur de chevaux, homme du reste très hospitalier, mais même avec ses propres employés. Les différends qui en étaient résultés avaient pris de telles proportions
que le ministre se vit obligé d'envoyer sur les lieux un fonctionnaire de confiance pour débrouiller les choses. Il confia cette mission à Matvei Ilitch Kolyazin, fils du Kolyazin qui avait été jadis tuteur des frères Kirsanov. C'était également un fonctionnaire de la nouvelle école, quoiqu'il eût dépassé la quarantaine. Mais il se proposait de devenir un homme d'État et portait déjà 2 plaques sur la poitrine. L'une était, à dire vrai, une décoration étrangère assez peu estimée. Comme le gouverneur qu'il venait juger, il passait pour un progressiste, et, tout important qu'il était, il ressemblait peu aux autres employés de sa classe. Il avait, il est vrai, une très haute opinion de lui-même. Sa vanité était sans limite, mais il avait des manières simples, son regard semblait vous encourager. Il écoutait avec bienveillance et riait d'un ton si naturel qu'on était tenté de le prendre au premier abord pour un bon diable. Cependant, il savait fort bien user de sévérité lorsque les circonstances l'exigeaient. L'énergie est indispensable, disait-il, c'est la première qualité d'un homme d'État. Et malgré ce fier langage, il était presque toujours dupe, et tout fonctionnaire un peu expérimenté le menait par le bout du nez. Matvei Ilitch faisait grand cas de M. Guizot et s'efforçait d'insinuer à qui voulait l'entendre qu'il n'était point de ces bureaucrates attardés, amis de la routine, comme on en voit tant, qu'aucun des grands phénomènes de la vie sociale n'échappait à ses observations. Les termes de ce genre lui étaient familiers. Il suivait même le mouvement littéraire, mais affectait de le faire avec une majestueuse condescendance, comme un homme d'un âge mûr suit quelquefois dans la rue et pour quelques instants une procession de gamins. En réalité, Matvei Ilitch n'avait pas dépassé de beaucoup les hommes d'État du règne d'Alexandre Ier, qui, se préparant à une soirée chez Madame Svetchine, alors à Pétersbourg, lisait dans la matinée un chapitre de Condillac. Seulement, il avait des formes plus contemporaines. C'était un habile courtisan, un homme très fin et rien de plus. Il n'avait aucune idée des affaires et manquait d'esprit, mais il savait fort bien veiller à ses propres intérêts. Là-dessus, personne ne pouvait lui faire prendre le change, et c'est là un talent qui a bien son mérite. Matvei Ilitch reçut Arcade avec la bienveillance qui appartient à un fonctionnaire éclairé. Nous dirions presque avec enjouement. Cependant, il tomba de son haut lorsqu'il apprit que ses autres invités étaient restés à la campagne. « Ton papa a toujours été un original, dit-il à Arcade, en jouant avec les glands de sa magnifique robe de chambre de velours. Et, se tournant tout à coup vers un jeune employé revêtu d'un uniforme de petite tenue rigoureusement boutonné, il s'écria d'un air affairé « Eh bien !» Le jeune homme, dont un long silence avait collé les lèvres, se leva et regarda son supérieur d'un air surpris. Mais Matvei Ilitch, après l'avoir ainsi stupéfié, n'y fit plus la moindre attention. Nos dignitaires aiment généralement à stupéfier leurs inférieurs. Les moyens auxquels ils ont recours pour produire cet effet sont assez variés. En voici un, entre autres, qui est fort usité. « Is quite a favorite », comme disent les Anglais. Le dignitaire cesse tout à coup de comprendre les mots les plus simples et semble atteint de surdité. Il demande, je suppose, le jour de la semaine. On lui répond respectueusement « Vendredi, votre Excellence ». « Hein? Quoi? Qu'est-ce? Que dites-vous » reprend le dignitaire avec effort. « C'est aujourd'hui vendredi, votre Excellence. »« Comment? Quoi? Qu'est-ce que vendredi? Quel vendredi ?»« Vendredi, votre Excellence, un jour de la semaine. »« Allons, tu prétends me faire la leçon ?» Matvei Ilitch, avec tout son libéralisme, était pourtant un dignitaire de cette force. « Je te conseille, mon cher, dit-il à Arcade, d'aller rendre visite au gouverneur. Tu me comprends. Si je te donne ce conseil, ce n'est point que je sois fidèle aux anciennes traditions qui commandent d'aller faire sa cour aux autorités, mais parce que le gouverneur est tout bonnement un homme comme il faut. D'ailleurs, tu te proposes probablement de fréquenter notre monde. J'espère bien que tu n'es pas un ours. Le gouverneur donne après-demain un grand bal. Y serez-vous? Lui demanda Arcade. C'est pour moi qu'il le donne, dit Matvei Ilitch, presque d'un ton de regret. Est-ce que tu danses? Oui, mais assez mal. Tant pis, il y a quelques jolies femmes, et d'ailleurs il est honteux à un jeune homme de ne pas savoir danser. Ce n'est pas, je te le répète, que je tienne aux anciens usages. Je ne suppose nullement que l'esprit soit dans les pieds,
Mais je trouve le byronisme ridicule, il a fait son temps. Pensez-vous donc, mon oncle, que ce soit le byronisme qui... Je te ferai faire la connaissance de nos dames. Je te prends sous mon aile, reprit Matvei Ilitch en riant d'un air satisfait. Tu y seras chaudement, hein? Un domestique entra et annonça le président du bureau des finances, vieillard au regard mielleux, aux lèvres pincées, qui raffolait de la nature, surtout en été, lorsque, disait-il, la diligente abeille prélève un petit pot de vin de chaque petite fleur. Arcade se retira. Il trouva Bazarov à l'auberge où il s'était arrêté, et fit si bien qu'il le décida à aller chez le gouverneur. « Soit, dit Bazarov, quand on a pris le bas, il serait ridicule de se refuser à tirer. Nous sommes venus pour voir messieurs les propriétaires, voyons-les. » Le gouverneur fit bon accueil aux jeunes gens, mais il ne les invita point à s'asseoir et se tint debout lui-même. Il avait toujours un air affairé. À peine levé, il endossait un uniforme de grande tenue, mettait à son cou une cravate bien serrée et ne se donnait pas le temps d'achever ses repas pour vaquer sans relâche à ses fonctions administratives. On l'avait surnommé dans le gouvernement Bourdaloue, non par allusion au célèbre prédicateur français, mais bien au mot bourde. Il pria Arkade, Kirsanov et Bazarov d'assister à son bal, et 2 minutes après réitéra cette invitation, les prenant pour 2 frères et leur donnant le nom de Kaysarov. En quittant la maison du gouverneur, ils rencontrèrent un drojki qui s'arrêta tout à coup. Un jeune homme de taille moyenne, vêtu d'une redingote à brandebourg, à la mode des slavophiles, sauta à terre et, s'écriant « Eugène Vassilitch » courut à Bazarov. « Ah, c'est vous, Herr Sitnikov » lui dit Bazarov en continuant à marcher. « Comment êtes-vous ici ?»« Figurez-vous que c'est tout à fait par hasard, » répondit celui-ci, et se tournant du côté du drojki, il fit 5 ou 6 fois signe de la main en criant « Suis-nous, suis-nous !» Mon père, continua-t-il en franchissant le ruisseau, a une affaire ici, et il m'a prié. J'ai appris aujourd'hui votre arrivée, et je viens de chez vous. Effectivement, les 2 amis trouvèrent en rentrant à l'auberge une carte au coin pliée et portant d'un côté le nom de Sitnikov en français et de l'autre en caractères slavons. « J'espère bien que vous ne venez pas de chez le gouverneur. »« Ne l'espérez pas, nous sortons de chez lui. »« Ah, dans ce cas, je vais y aller aussi. Eugène Vassilitch, faites-moi faire la connaissance de de monsieur. » Sitnikov, Kirsanov, grommela Bazarov sans s'arrêter. « Je suis charmé, » commença Sitnikov, avec un gracieux sourire en marchant de côté et en ôtant précipitamment ses gants, qui étaient d'une élégance par trop recherchée. « J'ai beaucoup entendu parler. Je suis une très ancienne connaissance d'Eugène Vassilitch, et je peux même me dire son élève. Je lui dois ma transformation. » Arcade jeta les yeux sur l'élève transformé de Bazarov. Son petit visage à la peau lisse et ses traits réguliers exprimait une attention inquiète et obtuse. Ses yeux, qui semblaient bridés, étaient fixes et effarés en même temps. Son rire même, bref et sec, avait quelque chose d'effaré. « Vous me croirez sans peine, reprit-il. Lorsque Eugène Vassilitch me déclara pour la première fois qu'il ne faut point reconnaître d'autorité, j'éprouvai une telle joie. Je me sentis renaître à une nouvelle existence. Enfin, me dis-je, voilà donc un homme. À propos, Eugène Vassilitch, il faut absolument que vous alliez voir une dame d'ici, qui est tout à fait à votre hauteur, et pour laquelle votre visite sera une véritable fête. Vous devez avoir entendu parler d'elle. « Qui est-ce » répondit Bazarov avec ennui. « Evdoxia Kukchin, Eudoxie. C'est une nature remarquable, émancipée dans toute la force du terme. Une femme vraiment avancée, savez-vous ? Allons maintenant chez elle tous les 3. Elle demeure à 2 pas d'ici. Nous y déjeunerons. Vous n'avez pas encore déjeuné. » « Non. »« À merveille. Elle vit, comme de raison, séparée de son mari, et se trouve tout à fait indépendante. »« Est-elle jolie » demanda Bazarov. « Non, je ne peux pas le dire. »« Alors, pourquoi diable nous engagez-vous à l'aller voir ?»« Mauvais plaisant. Elle nous donnera une bouteille de champagne. »« Vraiment ? L'homme pratique se montre bientôt. »« À propos, votre père est-il toujours dans les eaux-de-vie ?»« Oui, » répondit précipitamment Sitnikov avec un rire aigu. « Eh bien, venez-vous ?»« Je n'en sais ma foi rien. »
Puisque tu voulais faire des observations, dit Arcade à demi-voix. Et vous donc, monsieur Kirsanov, ajouta Sitnikov, venez aussi. Nous n'irons pas sans vous. Nous ne pouvons pas tomber comme ça tous les trois. Cela ne fait rien. La Koukchine est bonne enfant. Elle nous donnera une bouteille de champagne, reprit Bazarov. 3, s'écria Sitnikov. J'en réponds. Sur quoi? Sur ma tête. La bourse du papa aurait été un meilleur gage. Mais peu importe. Allons. Chapitre 13. La petite maison seigneuriale dans le goût moscovite qu'habitait Evdokia Nikititchna Koukchine était située dans une rue qui avait récemment brûlé. Personne n'ignore que nos villes de province brûlent tous les 5 ans. À la porte d'entrée, et près d'une carte de visite qui s'y trouvait clouée de travers, pendait le gland d'une sonnette. Une femme en bonnet, tenant le milieu entre la servante et la dame de compagnie, vint à la rencontre des visiteurs dans l'antichambre. Tout cela donnait suffisamment à entendre que la maîtresse de la maison était amie du progrès. Sitnikov demanda à Evdokia Nikititchna. « C'est vous, Victor » cria une voix de fausset dans la chambre voisine. « Entrez !» La femme en bonnet disparut immédiatement. « Je ne suis pas seul, dit Sitnikov, et ôtant lestement sa redingote hongroise, qui laissa paraître quelque chose comme un paletot sac anglais, il jeta sur les deux amis un regard plein d'assurance. « Cela ne fait rien, répondit Evdokia Nikititchna. Entrez. » Les jeunes gens obéirent. La chambre dans laquelle ils se trouvèrent ressemblait plutôt à un cabinet de travail qu'à un salon. Du papier, des lettres, des revues russes, dont les pages n'étaient point coupées pour la plupart, traînaient sur les tables couvertes de poussière. Des bouts de cigarettes à demi consumées étaient épars de tous côtés. La maîtresse de la maison se tenait à demi couchée sur un divan de cuir. Elle était encore jeune, avait de cheveux blonds, un fichu de dentelle lui couvrait la tête et de gros bracelets ornaient ses mains aux doigts courts. Elle se leva et, relevant négligemment sur ses épaules un mantelet de velours doublé d'hermine jaunie, elle dit d'une voix languissante à Sitnikov « Bonjour, Victor » et lui serra la main. « Bazarov, Kirsanov » dit-il d'un ton brusque en imitant la manière de Bazarov pour les présentations. « Soyez les bienvenus » répondit madame Koukchine. Et, arrêtant sur Bazarov ses yeux ronds, entre lesquels se dressait un pauvre petit nez rouge et retroussé, elle ajouta « Je vous connais » et elle lui serra aussi la main. Bazarov fit une légère grimace. L'insignifiante petite figure de la femme émancipée n'avait rien de trop laid, mais l'expression de ses traits était désagréable. On lui eût volontiers demandé « Qu'est-ce qui t'arrive? As-tu faim? Éprouves-tu de l'ennui? Aurais-tu peur de quelque chose? Pourquoi tous ces efforts ?» Elle sentait aussi, comme Sitnikov, quelque chose qui lui grignotait l'âme continuellement. Ses mouvements et son langage étaient à la fois dégagés et maladroits. Elle se considérait sans doute elle-même comme une bonne et simple créature, et pourtant, quoi qu'elle fît, il vous semblait toujours qu'elle avait eu l'intention de faire autre chose. « Oui, je vous connais, Bazarov, reprit-elle, suivant un usage particulier aux provinciales et même à quelques femmes de Moscou. Elle nommait les hommes qu'elle voyait pour la première fois par leur nom de famille. « Voulez-vous un cigare ?»« Un cigare, soit, » dit Sitnikov, qui avait eu le temps de se jeter dans un fauteuil et de poser une jambe sur son genou. « Mais il faut aussi nous donner à déjeuner. Nous mourrons de faim. Offrez-nous en même temps une bouteille de champagne. »« Sybarite, » répondit Evdokia, et elle se mit à rire. Lorsqu'elle riait, sa gencive supérieure se découvrait. « N'est-il pas vrai, Bazarov, que c'est un sybarite ?»« J'aime le comfort, » dit Sitnikov d'un air important. « Cela ne m'empêche pas d'être libéral. »« Pas du tout, » s'écria Evdokia, et elle commanda à sa femme de chambre de préparer à déjeuner et de donner du champagne. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle à Bazarov. « Je suis sûr que vous partagez mon opinion. »« C'est ce qui vous trompe, » répondit Bazarov. « Un morceau de viande vaut mieux qu'un morceau de pain, même au point de vue de l'analyse chimique. »« Ah, vous vous occupez de chimie ? C'est ma passion. J'ai même inventé un mastic. »« Un mastic, vous ? » ?»« Oui, moi-même. Et savez-vous pourquoi ? Pour faire des poupées, des têtes de poupées. C'est plus solide. Je suis une femme pratique, moi. Mais je n'ai pas encore fini. Il faut que je consulte Liebig. À propos, avez-vous lu dans la Gazette de Moscou l'article de Kislyakov sur le travail des femmes ?
Lisez-le, je vous en supplie. Vous devez vous intéresser à la question des femmes, et aux écoles également. Qu'est-ce que fait notre ami? Comment s'appelle-t-il? Madame Kukshin jetait ces questions l'une après l'autre, avec une négligence mignarde, sans attendre de réponse. Les enfants gâtés parlent ainsi à leur bonne. « Je me nomme Arkad Nikolaïtch Kirsanov, dit Arkad, et je ne fais rien. » Evdokia se mit à rire. « C'est charmant. Est-ce que vous ne fumez pas? Victor, vous savez que je vous en veux. »« Pourquoi ?»« On m'a rapporté que vous recommenciez à vanter George Sand. C'est une femme arriérée, rien de plus. Comment oser la comparer à Emerson? Elle n'a aucune idée, ni sur l'éducation, ni sur la physiologie, ni sur rien. Je suis sûr qu'elle n'a jamais entendu parler d'embryologie, et comment voulez-vous vous passer de cette science aujourd'hui? » Evdokia ouvrit les bras en prononçant ces derniers mots. « Ah, quel admirable article Elisevitch a écrit sur ce sujet. C'est un génie que ce monsieur-là. » Evdokia disait toujours « monsieur » pour « homme ». « Bazarov, asseyez-vous à côté de moi sur le divan. Vous ne savez peut-être pas que j'ai une peur horrible de vous. »« Pourquoi cela? Je serais curieux de le savoir. »« Vous êtes un monsieur fort dangereux. Vous critiquez tout au monde. »« Ah, mon Dieu, je parle comme une vraie campagnarde. Après tout, je suis réellement une campagnarde. J'administre moi-même mon bien, et figurez-vous que mon starosta, Erofei, est un type étonnant. Il me rappelle le chercheur de piste de Cooper. Je lui trouve quelque chose de si primitif. Me voilà fixé à tout jamais ici. Quelle ville insupportable, n'est-ce pas? Mais qu'y faire? C'est une ville comme une autre, dit froidement Bazarov. On ne s'y occupe que d'intérêts mesquins. Voilà ce qui est terrible. Autrefois, je passais tous les hivers à Moscou. Mais le vénérable M. Kukshin est venu s'y établir. D'ailleurs, Moscou est maintenant... Je ne sais pas. Tout y a changé à cette heure. Je voudrais voyager. J'ai même été sur le point de me mettre en route l'année dernière. Pour Paris, sans doute, demanda Bazarov. Pour Paris et pour Heidelberg. Heidelberg, et à quel propos? Comment? Puisque Bunsen y demeure. Bazarov ne trouva rien à répondre à cette exclamation. Pierre Sapojnikov, vous le connaissez? Non, du tout. Est-il possible? Pierre Sapojnikov. Il est continuellement chez Lydie Kostatov. Je ne la connais pas non plus. Eh bien, il m'a offert de m'accompagner. Je suis seul, grâce à Dieu. Je n'ai pas d'enfant. Qu'ai-je dit là, grâce à Dieu? Au reste, ça ne fait rien. Evdokia roula une cigarette entre ses doigts jaunis par le tabac, la passa sur sa langue, en suça le bout et se mit à fumer. La servante entra avec le plateau. « Ah, voilà le déjeuner. Voulez-vous manger un morceau? Victor, débouchez la bouteille. Vous devez vous y entendre. »« M'y entendre, grommela Sitnikov entre ses dents, avec son petit rire aigu. « Avez-vous ici quelques jolies femmes? Demanda Bazarov, achevant de vider son troisième verre. « Oui, reprit Evdokia, mais elles sont tellement insignifiantes. Mon amie Odintsov, par exemple, n'est pas mal. Seulement, elle a la réputation d'être un peu... Au reste, le mal ne serait pas grand. Mais elle n'a aucune élévation dans les idées, aucune largeur, rien absolument de tout cela. Il faudrait changer notre système d'éducation. J'y ai déjà pensé. Nos femmes sont très mal élevées. Vous n'en ferez rien de bon, dit Sitnikov. Il faut les mépriser, et je les méprise souverainement et complètement. Sitnikov aimait à mépriser et à exprimer ce sentiment. Il tombait principalement sur ce qu'il appelait le sexe, sans se douter qu'il lui était réservé de ramper quelques mois après, devant sa femme, uniquement parce qu'elle était née princesse. Il n'y en a pas une seule qui puisse s'élever à la hauteur de notre conversation. Il n'y en a pas une seule qui vaille la peine d'occuper des hommes sérieux comme nous. Je ne vois pas qu'il leur soit nécessaire de comprendre notre conversation, dit Bazarov. De qui parlez-vous? Demanda Evdokia. Des jolies femmes. Comment? Vous partagez donc les idées de Proudhon? Bazarov se redressa d'un air dédaigneux. Je ne partage les idées de personne. J'ai ma manière de voir en propre. À bas les autorités, s'écria Sitnikov, heureux d'avoir une occasion de se prononcer énergiquement en présence d'un homme dont il était le très humble valet.
Mais Macaulay lui-même, dit madame Koukchine. « À bas Macaulay » s'écria Sitnikov d'une voix tonnante. « Vous prenez le parti de ces femmelettes ?»« Je ne soutiens point les femmelettes, mais les droits de la femme, que j'ai juré de défendre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. » À bas, Sitnikov n'acheva point sa phrase. « Mais je ne les attaque nullement, ajouta-t-il. »« Si fait, je vois que vous êtes un slavophile. »« Point du tout, je ne suis pas slavophile, quoiqu'assurément. »« Si fait, vous êtes un slavophile. Vous êtes un disciple du Domostroï. Il ne vous manque que de prendre un fouet à la main. »« C'est une bonne chose qu'un fouet, reprit Bazarov. Mais nous voilà arrivés à la dernière goutte. »« De quoi ?» dit vivement Evdokia. « De champagne, digne Evdokia Nikititchna. De champagne, et non point de votre sang. »« Je ne peux pas rester indifférente lorsqu'on attaque les femmes, continua Evdokia. C'est affreux. Affreux. Au lieu de les attaquer, lisez le livre de Michelet de l'amour. C'est admirable. Messieurs, parlons de l'amour, ajouta-t-elle, en laissant languissamment retomber sa main sur le coussin déformé du divan. Un silence subit suivit cet appel. Non, pourquoi parler de l'amour, dit Bazarov. Occupons-nous plutôt de madame Odintsov. C'est bien ainsi qu'elle se nomme, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette dame? Elle est divine, divine, s'écria Sitnikov. Je vous présenterai à elle. Elle est spirituelle, riche et veuve. Malheureusement, elle n'est pas encore assez développée. Il faudrait qu'elle se rapprochât un peu plus de notre Evdokia. Je bois à votre santé, Evdokia. Trinquons. Et toc, et tin, tin, tin. Et toc, et tin, tin, tin. Victor, vous êtes un mauvais sujet. Le déjeuner se prolongea encore longtemps. La première bouteille de champagne fut suivie d'une seconde, d'une troisième et même d'une quatrième. Evdokia bavardait sans interruption. Sitnikov lui tenait tête. Ils discutèrent longtemps sur ce que c'est que le mariage, si c'est un préjugé ou un crime. Ils examinèrent la question de savoir si les hommes naissaient ou non avec les mêmes dispositions et en quoi consiste à proprement parler l'individualité. Les choses en vinrent au point qu'Evdokia, les joues enflammées par le vin et frappant de ses ongles aplatis les touches de son piano discorde, commença à chanter d'une voix enrouée d'abord des chansons bohémiennes, puis la romance de Seymour Schiff, Grenade rêve endormi. Sitnikov, la tête entourée d'une écharpe, se mit à représenter l'amoureux transi. Lorsque la chanteuse prononça ces paroles « Dans mes baisers brûlants, mes lèvres s'unissent aux tiennes », Arcade ne put se contenir plus longtemps. « Messieurs, dit-il, à haute voix, cela commence à rappeler un peu Bedlam. » Bazarov, qui s'était borné à jeter de temps à autre dans la conversation un mot railleur, s'occupait principalement du champagne. Il laissa échapper un bâillement prolongé, se leva et sortit avec Arcade sans prendre congé. Sitnikov s'élança sur leurs pas. « Eh bien, leur demanda-t-il, en courant de l'un à l'autre d'un air obséquieux. « Je vous avais bien dit que c'était une personnalité remarquable. Voilà les femmes qu'il nous faudrait. C'est dans son genre un phénomène d'une haute moralité. » « Cet établissement de ton père est-il aussi d'une haute moralité ?» lui répondit Bazarov en montrant du doigt un cabaret devant lequel il passait en ce moment. Sitnikov poussa le rire forcé qui lui était habituel. Il rougissait de son extraction et ne savait s'il devait paraître flatté ou offensé du tutoiement inattendu de Bazarov. Chapitre 14. Le bal du gouverneur eut lieu peu de jours après. Matvei Ilitch était véritablement le héros de la fête. Le maréchal de la noblesse déclarait à tout venant qu'il était venu uniquement en son honneur. Quant au gouverneur, il continuait, même au milieu du bal, et sans bouger de place, à vaquer avec anxiété aux soins de l'administration. L'affabilité de Matvei Ilitch ne portait aucun préjudice à la majesté de ses manières. Il flattait tout le monde, les uns avec une nuance de dédain, les autres avec une nuance de considération. Il accablait les femmes de prévenance, en vrai chevalier français, et riait continuellement d'un gros rire sans écho, comme il convient à un grand personnage. Il frappa Arcade sur l'épaule en l'appelant à haute voix son cher neveu, et honora Bazarov qui avait endossé un frac un peu suranné, d'un regard du coin de l'œil distrait,
mais bienveillant, et d'un grognement aimable, au milieu duquel on ne pouvait distinguer que le mot « je » et la terminaison « trémement ». Il tendit un doigt à Sidnikoff et sourit, mais en détournant la tête. Il jeta même un enchanté à Madame Kukshine, qui s'était rendue au bal sans crinoline et en gants sales, mais avec un oiseau du paradis dans les cheveux. La réunion était nombreuse et les cavaliers ne manquaient pas. Les hommes en habits civils se pressaient pour la plupart contre les murs, mais les militaires dansaient avec entrain, surtout l'un d'eux qui, ayant passé près de 6 semaines à Paris, en avait rapporté certaines expressions caractéristiques comme « Ah, fichtre »,« Psst, psst, mon bibi », etc. Il les prononçait dans la perfection, avec le vrai chic parisien, ce qui ne l'empêchait pas de dire « si j'aurais » au lieu de « si j'avais », et absolument dans le sens de « certainement ». En un mot, il parlait cette langue franco-russe dont les Français se moquent tant lorsqu'ils ne jugent point nécessaire d'assurer que nous parlons le français comme des anges. Arcade ne dansait guère, nous l'avons déjà dit, et Bazarov ne dansait pas du tout. Ils se retirèrent dans un coin de la salle avec Sitnikov. Celui-ci, un sourire de mépris sur les lèvres, faisait des remarques qu'il croyait être très méchantes, regardait autour de lui d'un air provocateur et semblait éprouver une vive satisfaction. Soudain, l'expression de ses traits changea, et se penchant vers Arcade, il lui dit avec une sorte de trouble « Voilà madame Odintsov ». Arcade se retourna et aperçut une femme d'une taille élevée, en robe noire, arrêtée à la porte de la salle. La distinction de toute sa personne le frappa. Ses bras nus tombaient gracieusement le long de son buste élancé. De légères tiges de fuchsia descendaient gracieusement aussi de sa chevelure brillante sur ses belles épaules. Ses yeux limpides que surmontait un front blanc légèrement bombé étaient plutôt tranquilles et intelligents que pensifs. Un sourire presque imperceptible errait sur ses lèvres. Je ne sais quelle force caressante était répandue sur toute sa figure. « Vous la connaissez » demanda Arcade à Sitnikov. « Très intimement. Voulez-vous que je vous présente ?»« Volontiers, après cette contredanse. » Bazarov remarqua aussi madame Odintsov. « Quelle est cette figure-là » dit-il. « Elle ne ressemble pas aux autres femelles. » Lorsque la contredanse fut terminée, Sitnikov conduisit Arcade vers madame Odintsov. Mais il paraissait la connaître beaucoup moins qu'il ne l'avait dit. Il s'embrouilla bientôt dans ses paroles, et elle le regardait avec une sorte d'étonnement. Cependant, une bienveillante expression se peignit sur son visage lorsqu'il prononça le nom de famille d'Arcade. Elle demanda à ce dernier s'il était le fils de Nicolas Petrovitch. « Oui, lui répondit-il. « J'ai vu votre père 2 fois, et j'ai beaucoup entendu parler de lui, reprit-elle. Je suis charmé de faire votre connaissance. » En ce moment, survint un jeune aide-de-camp qui l'invita pour une contredanse. Elle accepta. « Vous dansez donc » lui dit respectueusement Arcade. « Oui, mais pourquoi m'adressez-vous cette question? Est-ce que je vous parais trop vieille pour danser? Comment pouvez-vous me supposer cette pensée? Permettez-moi de vous engager pour une mazurka. » Madame Odintsov sourit. « Volontiers, répondit-elle en regardant Arcade, non point d'un air protecteur, mais comme les sœurs mariées regardent leur jeune frère. » Madame Odintsov était un peu plus âgée qu'Arcade. Elle avait 29 ans accomplis. Mais en sa présence, il se sentait un petit étudiant, un écolier, comme si la différence d'âge qui existait entre eux était beaucoup plus considérable. Matvei Ilitch s'avança vers elle d'un air majestueux et lui adressa des compliments. Arcade s'éloigna de quelques pas, mais il continuait à l'observer. Il ne la quitta pas des yeux, même pendant la contredanse. Elle s'entretenait aussi simplement avec son danseur qu'avec Matvei Ilitch, en tournant doucement la tête et les yeux de côté et d'autre. Arcade l'entendit rire 2 ou 3 fois, presque sans bruit. Elle avait peut-être le nez un peu gros, comme presque toutes les femmes russes, et son teint n'était point absolument d'albâtre. Arcade n'en décida pas moins qu'il n'avait encore jamais rencontré de beauté plus accomplie. Le son de sa voix ne lui sortait pas des oreilles. Il lui semblait que les plis de sa robe tombaient autrement que chez les femmes dont elle se trouvait entourée, avec plus de symétrie et d'ampleur, et que tous ses mouvements étaient à la fois pleins de noblesse et de naturel.
Lorsque les premiers accords de la mazurka se firent entendre, Arcade éprouva une sorte de commotion. Il s'assit à côté de sa danseuse, et ne sachant comment engager la conversation, il se bornait à passer la main dans ses cheveux. Mais ce trouble ne fut pas de longue durée. Le calme de Madame Odinsoff le gagna promptement. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé qu'il l'entretenait sans aucun embarras de son père, de son oncle, de son genre de vie à Pétersbourg et à la campagne. Madame Odinsoff l'écoutait avec une politesse attentive, ouvrant et refermant son éventail. Le bavardage d'Arcade ne cessait que lorsqu'on engageait sa danseuse. Sitnikov, entre autres, vint l'inviter 2 fois. Elle revenait à sa place, s'asseyait, reprenait son éventail. Les mouvements de son sein n'étaient pas plus précipités qu'auparavant. Et Arcade recommençait ses récits, tout plein du bonheur de se sentir près d'elle, de lui parler en regardant ses yeux, son beau front, son visage presque grave, mais si gracieux. Elle parlait peu, pourtant ses paroles révélaient une certaine expérience de la vie. Arcade fut conduite à conclure de quelques-unes de ses remarques que, malgré sa jeunesse, elle avait déjà passé par bien des émotions et réfléchi sur bien des choses. « Avec qui vous trouviez-vous lorsque M. Sitnikov vous a présenté ?» lui demanda-t-elle. « Vous avez donc remarqué ce jeune homme ?» répondit Arcade. « N'est-ce pas qu'il a une physionomie frappante? C'est un nommé Bazarov, un ami à moi. » Arcade se mit à lui parler de son ami, et s'exprimait avec tant de feu que Madame Odinsoff se tourna vers Bazarov et le regarda curieusement. Cependant la mazurka touchait à sa fin. Arcade regrettait d'être obligé de se séparer de sa danseuse. Il avait passé une heure si agréablement avec elle. Ce n'est pas que pendant tout ce temps, il n'eût toujours senti qu'elle le traitait, pour ainsi dire, avec une sorte de condescendance. Mais il lui en savait gré, car les jeunes cœurs ne se trouvent point humiliés par la protection d'une jolie femme. La musique se tut. « Merci, dit Madame Odinsoff en se levant. Vous avez promis de me rendre visite. J'espère que vous m'amènerez votre ami. Je suis très curieuse de connaître un homme qui a l'audace de ne croire à rien. » Le gouverneur, s'approchant de Madame Odinsoff, lui annonça que le souper était prêt et lui donna le bras avec son air affairé. En s'éloignant, elle se retourna et fit à Arcade un petit signe de tête accompagné d'un demi-sourire. Celui-ci la salua profondément et, tout en la suivant des yeux, comme sa taille entourée de flots brillants de sa robe de soie noire lui parut élégante, il se dit « Elle a sans doute déjà complètement oublié que j'existe. » Et il ressentit presque aussitôt je ne sais quelle résignation qu'il prenait pour une générosité de bon goût. « Eh bien, demanda Bazarov à son ami, aussitôt que celui-ci l'eut rejoint dans son coin, tu as été heureux. On vient de me dire à l'instant que cette dame est... hon. Au reste, le monsieur qui me l'a affirmé pourrait bien être un sot. Mais qu'en penses-tu? Est-elle vraiment hon? Je ne comprends pas bien le sens de cette interjection, répondit Arcade. Allons donc, innocent. Si c'est comme cela, je ne comprends pas ton monsieur. Madame Odinsoff est fort aimable, j'en conviens, mais elle a des manières si froides et si sévères que... Les eaux tranquilles, tu sais, reprit Bazarov. Tu dis qu'elle est froide? C'est là ce qui en fait le mérite. N'aimes-tu pas les glaces? Tout cela est possible, répondit Arcade, je ne m'en fais pas juge. Mais elle veut faire ta connaissance et m'a prié de t'amener chez elle. J'imagine que tu dois avoir fait de moi un beau portrait. Au reste, je ne t'en veux pas. Qu'elle soit ce qu'on voudra, une simple lionne de province ou une femme émancipée dans le genre de la Koukchine, elle n'en a pas moins des épaules comme j'en ai peu vu. Le cynisme de ces paroles affecta péniblement Arcade, mais il s'empressa, comme on le fait souvent, de reprendre son ami sur les choses étrangères à cette impression. « Pourquoi refuses-tu aux femmes la liberté de penser ?» lui demanda-t-il à demi-voix. « Parce que j'ai remarqué, mon cher, que toutes les femmes qui usent de cette liberté sont de vrais laiderons. » La conversation en resta là. Les 2 jeunes gens partirent immédiatement après le souper. Madame Koukchine leur jeta un rire étouffé mais plein de colère. Ils ne lui avaient, ni l'un ni l'autre, accordé la moindre attention, et son amour-propre en avait été froissé. Elle resta la dernière, et dansait encore à 4 heures du matin avec Sitnikov une polka mazurka avec les grâces parisiennes.
Cette représentation édifiante termina le bal du gouverneur.